nous. Il y a 60 ans, jour pour jour, de jeunes joueurs algériens évoluant dans le championnat professionnel de France ont fait le choix de tout laisser tomber, gloire, fortune, famille et avenir des plus reluisants, pour répondre à l'appel de la patrie. Le choix ne se posait même pas. Ils rejoignent sans hésitation aucune l'Algérie combattante pour porter à leur manière, au regard du monde, les souffrances d'un peuple, un peuple épris de liberté, décidé plus que jamais à se débarrasser de la ségrégation, de l'humiliation et de l'injustice que lui faisait subir le colonialisme. Au début de l'historique aventure, ils étaient 10. Au final, ils seraient 33. 32, merci de me corriger. 2 d'entre eux ont eu la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour témoigner et éclairer nos lanternes sur les faits historiques dont ils étaient acteurs. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir M. Mohamed Maouche, qui n'est pas présenté, membre de l'équipe, de la glorieuse équipe du FLN, et aujourd'hui responsable de la fondation de l'équipe du FLN. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons aussi l'immense plaisir d'accueillir M. Hamid Zouba, lui aussi acteur des faits historiques de cette grande équipe du FLN et aujourd'hui aussi responsable de cette fondation de l'équipe du FLN. Merci, monsieur, d'être avec nous. J'ai aussi le grand plaisir d'avoir à mes côtés 2 journalistes et pas des moindres. J'ai nommé Saïd Selhani, journaliste et passionné de l'histoire du football algérien, et Hamid Gharbi, rédacteur en chef sport au quotidien Al Moudjahid. Bienvenue à vous tous, messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour marquer cette date historique qu'on ne peut pas occulter aujourd'hui, 60 ans après. Monsieur Hamid Zouba, Monsieur Mohamed Maouche, 60 ans après, quel est votre sentiment aujourd'hui? Ben écoutez, lorsqu'on revient un petit peu en arrière, ça fait quand même 60 ans. 60 ans, ce n'est pas rien. Actuellement, le plus jeune d'entre nous, il a dépassé les 82 ans, et de loin. On se maintient toujours, alhamdoulilah. Mais si vous permettez, avant de commencer l'émission, si vous le permettez. Allez-y. Nous avons appris ce matin un crash d'un avion militaire. Nous présentons à toutes les familles nos sincères condoléances les plus attristées. À Monsieur le chef suprême des armées, c'est Abdelaziz Bouteflika, à tout l'état-major, au vice-ministre et à toutes les familles, bien sûr. Nous sommes vraiment très tristes d'avoir appris cette nouvelle, une tragique nouvelle. Voilà ce que je me joins personnellement et tout le staff de l'émission à vous. Je crois que c'est le cas de tous les présents ici, M. Hamid Zouba. Donc 60 ans après, pour revenir à notre émission, 60 ans après aujourd'hui, quel est votre sentiment? Le sentiment de devoir accompli. Alhamdoulilah. Absolument. Nous avons été engagés et c'est une chance extraordinaire. Et nous n'avons absolument rien perdu. Au contraire, nous avons fait en termes de business, nous avons mis de l'argent de côté. Notre engagement nous permet aujourd'hui d'être sollicités pour lancer, encore une fois, des messages. Et nous sommes là, à votre disposition, pour essayer de démontrer que l'engagement de cette équipe de football a eu, bien sûr, un moment où Mohamed va le dire, elle a été conçue et à quoi elle a servi. Très bien. Donc, déjà, sur le moment même, mais durant tous ces 60 ans, les membres de cette équipe ont participé activement dans tout ce qui se faisait dans votre domaine, par excellence le football. Mais je voudrais revenir et on va voir les images de votre départ. Hein. Donc, si on revient à cette date
exactement du 13 avril. du 13 avril. Aujourd'hui, on parle du 12, mais du 13, je profite de votre présence pour corriger de manière définitive et officielle. Je crois que c'est normal qu'il faut donner des dates exactes et le nombre exact de cette équipe. En effet, étant donné que je fais partie du staff organisateur du départ, des contacts, etc. des joueurs, donc je peux parler en connaissance de cause. Le départ, bon, étant le 13 avril, mais tout ceci s'est préparé presque une année avant. C'est parti après un festival mondial de la jeunesse à Moscou, des étudiants musulmans algériens, de l'UJMA, sous l'égide du FLN bien sûr. Là, il y a une équipe qui est partie, il y avait quelques étudiants et quelques amateurs qui ont ramassé à droite, à gauche parce qu'il fallait faire vite. Là, avec eux, donc les responsables, il y avait donc comme entraîneur Boumzarek, Mohamed El-Moukarani, Mohamed Khmisti, Allah yarhamou, Talib Chaïb, Ben Diab, qui était après notre responsable politique, et il y avait Ferjiwi avec eux. Voilà l'équipe, il y avait donc Makhalfa qui était dans cette équipe étudiant, et Khmisti aussi qui était étudiant mais qui n'a pas joué. Donc voici le staff organisateur. Donc au retour, une fois terminé le Festival mondial de la jeunesse, je ne sais pas où, si c'est dans le train ou dans l'avion, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas. Mais je le sais, de par Boumzarek. Boumzarek, en rentrant donc en France, il a eu l'idée de former une équipe nationale. Constituée des joueurs professionnels qui jouaient à l'époque. Opérant donc pas mal dans la plupart des clubs français. À l'époque, il y avait 1 ou 2 joueurs algériens. Mais dans un premier temps, il fallait chercher les joueurs qui jouaient dans les clubs les plus huppés. D'accord. Les plus huppés, donc il y avait quand même, il y avait Monaco, il y avait 4 joueurs. Monaco, à l'époque, c'était quand même un grand club. Il y avait Toulouse, où il y avait 2 joueurs, il y avait Brahimi et Bouchouk. Monaco, il y avait Bentifour, quand même, qui était international, qui a fait la Coupe du Monde 54. Il y avait Zitouni, qui était bon, en 58, bien sûr, en équipe de France titulaire à part entière. Il y avait Kodour Bkhloufi. Oui. Et Boubacar. Oui, d'après les statistiques que nous avons entre nos mains, vous nous corrigerez parce que vous êtes l'un des principaux acteurs de l'organisation. Il paraît qu'il y avait 33 joueurs professionnels qui évoluaient en France durant la saison 57-58. Il y avait plus. Il y avait plus de joueurs, il y avait plus de 33. Il y avait beaucoup plus de 33. Comme professionnel. Comme professionnel, hein, oui, il y a certains. Vous intervenez quand vous voulez, vous aussi, Hamid, pour poser des questions. Ceux qui n'ont pas été comptabilisés, par exemple comme Jubaili, où on l'a laissé parce qu'il avait des études, il avait un concours. Non, c'est pas les joueurs contactés. Je parle des joueurs qui évoluaient dans le championnat français en tant que professionnels. À l'époque, ils étaient, d'après les statistiques que j'ai pu trouver, ils étaient au nombre de... Oui, bien sûr, Hamid. C'est-à-dire à ce niveau, justement, c'est vrai qu'ils ont parlé de 33. Oui. Mais au fond, ils sont plus. Mais ceux qui ont été sollicités ne dépassent pas la trentaine. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine qui ont été, par exemple, touchés directement pour rejoindre l'équipe du FLN. Parce que, comme l'avait dit hier chez nous, M. Maouch, il y avait la nécessité de commencer d'abord par un petit groupe de 11 joueurs, c'est-à-dire former une équipe, pour ne pas, par exemple, montrer que l'équipe que le FLN est en train de chercher quelque chose justement pour former une équipe et pour l'utiliser indirectement contre l'occupant français. À des fins de propagande, etc. Mais il y avait exactement 30 joueurs de champ, c'est-à-dire ceux qui pouvaient jouer encore. Il y a eu Bril qui est arrivé un petit peu en retard, qui est compté dans les 32, et Boumzarek qui était entraîneur. Très bien. Donc il y avait 30 joueurs. D'autre part, il y avait les Mahi, il y avait Ahmed Arab, il y avait Jubaili qui n'ont pas rejoint, il y avait qui jouait, il était encore professionnel, ainsi de ce mot. Bon, il y avait pratiquement 35 joueurs, sans compter ceux qui jouaient en amateur. Très bien, mais est-ce que vous confirmez qu'il y avait 10 qui sont partis les premiers? Chauffe. Là, oui, parce que c'est moi qui ai été arrêté. Oui. J'ai été arrêté, j'étais le 11e. Étant donné que Mkhloufi et moi-même étant militaires au bataillon de Joinville et faisant partie de l'équipe de France militaire, donc il y a eu ce départ
Le 12 avril, normalement, après les matchs, le 13 avril, je veux dire, après les matchs, on avait un rendez-vous fixe, étant donné que je faisais partie du staff organisateur Boumzarek El Aribi, moi et même Bentifour. On les voit sur des images qu'on va passer, donc, sur d'abord du départ et de l'arrivée aussi. Donc on est arrivé. Bon, il y a eu un petit problème. Khloufi, il a été accidenté, comme tout le monde le sait. Il a été amené à l'hôpital, etc. Bon, le temps de sortir, etc., de récupérer son passeport. Bon, il y a eu du retard, alors que moi, j'étais déjà en Suisse. Et tous les deux, on était militaires. Donc, on était au bataillon de Joinville. Donc, moi, voyant en Suisse, j'abrège un petit peu. Toute la journée à attendre, pas de nouvelles. Pensant qu'il y avait un contrôle, je suis retourné en France. C'est là où vous avez été arrêté? Non, je n'ai pas été arrêté tout de suite. C'est-à-dire, en arrivant à la gare de Lyon, j'ai vu la presse, l'équipe, etc. 10 joueurs algériens ont rejoint la Tunisie. Puis moi, en médaillon, le militaire, l'international. Bon, bref, introuvable. Là, je suis reparti. Mais là, j'étais déjà signalé. Oui. Et arrivé à la frontière suisse, donc à les contrôles, etc., je me suis retrouvé avec les menottes à la main. Voilà un petit peu... Oui, donc c'est juste pour rectifier, pour permettre aux téléspectateurs d'avoir justement de la bouche de témoins réels ce qui s'est passé exactement. Donc le nombre au départ était 10, après on verra comment... Mais on dit aussi que tous les chemins menaient à Tunis. Quels étaient ces chemins? Par petits groupes, par individuels? Comment que ça s'est passé? Il y a eu un premier départ. Normalement, il y avait 11 joueurs. 11 joueurs plus Boumzarek, l'entraîneur. Ça faisait 12 qui devaient arriver à Tunis. Bon, moi, je ne suis pas arrivé avec eux, c'est une autre histoire. Ensuite, il y a eu un deuxième groupe dont il peut parler après Hamid, parce que le deuxième groupe sont partis. Il y avait Hamid Zouba, il y avait Soukan, les deux Soukan, il y avait Mazouza et Bouchach Sherif et Ibrir. Smaïn, le frère d'Ibrir. Hein, frère d'Ibrir. Ça, c'était le deuxième départ. Ensuite, il y a eu des départs individuels. Des gens qui ont rejoint, qui m'a Saïd Haddad, qui m'a Stati, ils ont rejoint. Tout seul. Ensuite, il y a eu un troisième départ avec Ben Fadda, Defnoun et Oudjani. Mais tous n'ont pas pris le même chemin. Non, ça dépend, il y avait des passages, parce qu'après, l'organisation, c'était la Fédération de France qui s'occupait d'eux. Le premier départ, ce n'était pas la Fédération de France. Et Boumzarek et nous-mêmes, bon, c'était le staff organisateur avec des passages. La Fédération de France du FLN, il faut préciser. Du FLN, bien sûr. C'est Hamid, comment que ça s'est passé pour vous? Je fais partie du deuxième groupe. Fin juin 1958. Après l'accord des 7 joueurs cités, nous nous sommes donné rendez-vous à Place Saint-Michel, au café Le Départ, à minuit. Bien choisi. Le 7 ou le 8 juillet. Ouais. Et nous avons été conduits à la frontière belge, à Bruxelles. Donc voilà notre passage. Bruxelles, nous avons pris le train Bruxelles-Bonn, Bonn-Rome, Rome, Allah yarhamou, ça allait l'ambassadeur Boulharouf quand on est arrivé, il a commencé à crier pour dire, parce que le jardin de l'ambassade était plein. Tous les militants du FLN recherchés en Europe étaient là. Et ils partaient par groupes de 10 vers la Tunisie, en criant priorité. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés à Tunis. À Tunis. Vous voulez dire quelque chose de ça? Non, tout à l'heure, oui. quand il aurait parlé des étudiants qui sont partis à Moscou, oui. Et de là, l'idée, il a cité quelques noms, mais il a cité Khmisti. Oui. Pour la précision, il était le premier ministre des Affaires étrangères de la France. Donc, c'était juste pour la précision pour les téléspectateurs. Mais parlons de l'histoire, mais on revient aussi à l'équipe du FLN. C'est-à-dire, je pense qu'à l'époque, le FLN a compris qu'à travers le football, on peut réaliser des coups médiatiques. Et ce n'était pas la première fois. En 1956, il y avait aussi un autre coup, un grand coup médiatique, c'était d'avoir
ordonné à tous les clubs musulmans algériens de se retirer. Voilà, de se retirer. Je voulais برك كلمه ما حبيت انا يعني باش نهضروا على هذه الحوايج ومن بعد نهضر لك نقول لك باللي كوم كوا il y a une chose c'est que le football algérien je pense je pense que c'est le seul au monde qui a une histoire liée à l'histoire du pays. De la libération du pays. Mais ça remonte au début du siècle. Au mouvement nationaliste. Voilà, c'est ça. On revient à l'Émir Khaled. Mais là, je m'excuse. Les coupures de presse, on va les voir par rapport à la réaction. Je peux ajouter quelque chose justement, parce que tout à l'heure, il a parlé de M. Boumzalag. C'est vrai, Boumzalag, il a été entraîneur, il a parlé de l'équipe qui est partie à Moscou. Oui. Il était entraîneur. Mais aujourd'hui, pour mieux comprendre et pour que les jeunes générations comprennent exactement ce qui s'est réellement passé pendant cette période, c'est que, parce que si on écoute bien attentivement vos propos, on comprend que c'est une initiative de Boumzalag, alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire là, c'est le FLN lui-même qui est, comme a dit M. Saïd Selhani, qui a parlé des équipes de 56 qui ont commencé, c'est-à-dire que le FLN a compris que par le biais du sport, on peut arriver à quelque chose de probant sur le plan politique et sur le plan aussi pour donner une meilleure image de la révolution algérienne, qui n'était pas une révolution, comme on dit, sanguinaire, qui était injuste et tout, et que c'est quelque chose de... Parce que c'est pour ça qu'ils ont ciblé justement cette catégorie de joueurs exceptionnels. Ils étaient exceptionnels à l'époque. Et très connus. Très connus. Qui étaient porteurs de messages aussi. Ils faisaient les beaux jours de l'équipe de France. Je vais vous répondre. Oui. En 1956, le 10 mars 1956, quelqu'un vient me voir à Saint-Eugène. J'étais au bar des sports, nous on jouait là, il se souvient, Hamid Zouba, Ana, Matiben, Yahyaoui, Bouchèche. C'est nous qui tenons le club avec français. On était les meilleurs. Le samedi soir, la veille du match, quelqu'un vient me voir, je ne connais pas, je n'ai jamais vu à Saint-Eugène. En 2 mots, il me dit Balek wahed fikum yil'ab droit. Roh chouf sahabek, va voir tes copains et tu leur dis attention, c'est de là, le 11 mars 1956, que tous les clubs musulmans, que ce soit USM ou la MCA, ou là, ils ont arrêté le championnat. Donc je parle en connaissance de cause. Maintenant, concernant Boumzalag, je n'ai jamais entendu Boumzalag, je me suis réuni des dizaines de fois avec lui, ou l'Aribi, je n'ai jamais dit Boumzalag, j'ai vu Flen ou Flen de la Fédération de France. Jamais. Boumzalag, par la suite, pendant la discuté, c'est tout de suite après le congrès de la Soumam que les gens, il fallait qu'ils prennent conscience et que le FLN, c'est comme ça que travaillait le FLN, on était tous FLN. Il y a une idée, un machin, on la met en marche, mais toujours sous la coupe du FLN. Voilà ce que c'est. Très bien. Bah, je n'ai jamais entendu Boumzalag me dire voilà, j'ai vu Flen, ou là j'ai vu Boudaoud, ou là j'ai vu Adlani, ou là un des responsables de la fédération. C'est-à-dire l'organisation du FLN de l'époque imposée, c'est-à-dire le cloisonnement. Exactement. Mais je pense qu'il fallait comprendre tout de suite après le congrès de la Soumam que chacun pouvait prendre ses responsabilités, mais toujours sous la coupe du FLN. D'accord. Voilà. Donc moi, il y a eu un effet extraordinaire, un effet médiatique extraordinaire. Tous les quotidiens pratiquement français, les radios, même étrangers ont parlé de cet événement. Tout le monde, et en plus, beaucoup de Français de France n'étaient pas au courant de ce qui se passait en Algérie, des atrocités qui étaient connues ici en Algérie. Le contexte choisi, hein, pour vous, historiens, acteurs de cet événement grandiose, le contexte choisi sur tous les plans. Sur le plan historique, c'était la 5e année de la Révolution algérienne. L'armée française commençait à étouffer un petit peu les maquis, les FIDA, les machins qui étaient bien renseignés, les bleus. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène, justement? L'élection du président de la République, Charles de Gaulle. Juste après.
C'est 1958. En 1958. 1958, c'était avril, le 13 avril. Un mois après, pratiquement jour pour jour, il y a eu l'avènement de la Ve République. Donc, il y a eu un effet quand même extraordinaire en France. Et en Algérie, les troupes militaires commençaient à respirer mieux avec votre action qui portait cette révolution au monde. Vous avez fait avancer la cause nationale de 10 ans, c'est-à-dire tellement c'était important. Certains maquisards qui revenaient de temps en temps prendre quelques jours de vacances à Tunis, qui arrivaient à passer la ligne Charles ou la ligne Maurice sans laisser leur vie, ils nous disaient, bon, lorsqu'on a entendu que vous êtes partis, ça nous a... Mais vraiment, on était libérés, parce qu'ils avaient des petits postes radio, etc. Ils étaient à l'écoute de tous les événements. Oui. À cette époque, il y avait aussi deux dates assez importantes à prendre en considération. C'était le lancement du GPRA et aussi le plan de Constantine. C'est-à-dire qu'à l'époque, la France pensait que le peuple algérien était un peuple de miséreux. Et puis c'est une insurrection qui va il ne cherchait qu'à remplir sa panse et il ne pensait pas à autre chose. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un esprit, comme on dit, de synthèse, de réflexion, de réfléchir sur son avenir. C'est-à-dire parce que, disons, si on revient en 1830, l'Algérie existait avant cette date. Oui, tout à fait. Et après cette date, on existait toujours. Et le plan de Constantine, pourquoi il n'a pas réussi? Parce que il y avait des gens qui étaient, comme on dit, assez intellectuels, c'est-à-dire qui utilisaient leurs pensées, leurs réflexions pour chercher ce qu'il faut faire pour l'avenir de l'Algérie. Et justement, cette équipe du FLN est venue au bon moment pour donner... comment on dit, c'est comme l'équipe de Sétif, c'est le second souffle. Exactement. Le second souffle de la révolution algérienne. Qui commençait à se faire connaître de par le monde. Et même au niveau de l'ONU, il y avait... voilà. Si on peut, je m'excuse, je reviens un petit peu en arrière, ce que disait justement Farhat Abbas, Allah yarhamou, hein. Il a dit, l'équipe nationale de football a fait avancer la révolution de 10 ans. Il y a Pascal Boniface, que vous connaissez, donc je l'ai dit hier, je le dirai. Pascal Boniface, il a dit textuellement ceci dans son livre: l'équipe nationale de football du FLN a été le précurseur de la naissance d'une nation. Tout ça, sachant bien que chaque match international, il fallait la levée des couleurs, l'emblème national et l'hymne national. Et devant de plus de 80 000 spectateurs. Donc, et jouer la plupart du temps devant 20, 10, 15, 30, jusqu'à 80 000 spectateurs. Et il y a des pays qui ne connaissaient même pas où se trouvait l'Algérie. À l'époque, il n'y avait pas l'image. Oui. Il n'y avait pas les médias n'étaient pas très ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est plus comme aujourd'hui où on clique et puis on a le monde entier. Là, à l'époque, il n'y avait rien. Il y a des pays qui nous demandaient où se trouve l'Algérie. C'est quoi l'Algérie? Ils ne savaient même pas qu'il y avait une guerre. Mais la propagande française, c'est quoi? C'est des petits voyous, des machins, c'est le fameux chahut de gamin. Voilà. Moi, je voudrais parler de l'impact. Maintenant, est-ce qu'on peut le mesurer aujourd'hui, après 60 ans, l'impact que ça a eu sur les médias français, sur la population française, la réaction de la FIFA, il faut que vous nous en parliez, et aussi de vos coéquipiers. Est-ce que ils vous ont contacté après? Parce qu'il paraît que certains joueurs de l'équipe de France ont envoyé une carte postale à Mostafa Zitouni quand il était en Tunisie pour exprimer leur soutien. Est-ce que des choses de ce genre se sont passées? C'est vrai, oui. Zitouni a laissé une grande impression à l'équipe de France. C'est vrai. Il y a même Di Stefano, il avait joué contre lui au mois de mars et il est allé à Tunis au mois d'avril. À l'occasion d'une rencontre à un aéroport en Allemagne, à Hambourg, on a rencontré le Real Madrid. Di Stefano voulait absolument que le contrat de ce transfert, quel que soit le prix, à l'aéroport même.
Ouais. Il a fallu que Mais pourquoi? le responsable expliquer politique pourquoi. d'Anna Mustafa Ferrochi explique. Raimondo Saporta, qui conduisait l'équipe du Real à cette époque-là, il lui a expliqué que ce n'était pas un club professionnel. C'était un club là, qui a une cause qui a. Parce que le problème de Zitoni, comme dit Hamid Zouba, donc Zitoni, le dernier match qualificatif pour le mondial, il avait marqué Di Stefano. Il a sauvé la France, c'est lui qui a sauvé la France pour être qualifié. Il a sauvé un but. Tout fait. C'était un but pratiquement, quoi, tout fait. Il s'est lancé corps et âme. Donc, et Di Stefano, pendant tout le match, il n'a pas touché un ballon pratiquement. Il a tout fait, mais il n'a pas pu comment faire pour S'exprimer comme ouais, d'habitude. Zitoni, c'était le top. D'ailleurs, ils étaient deux en équipe de France, il faut le dire. Il y avait Morlofi et lui-même, qui en 58, on le dit, fort possible que la France aurait gagné, aurait remporté la Coupe du Monde. Qui s'est déroulée en Suède, en 1958. Voilà un petit peu l'histoire de Di Stefano avec. Oui. Moi, avec Zitoni. moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est parce que cette émission est trop courte pour le sujet. Un sujet pareil mériterait toute une série d'émissions de ce genre. Mais je veux profiter au maximum de votre présence à vous tous, messieurs. Et voilà, une fois arrivés en Tunisie, je sais que vous avez constitué une grande famille, solidaire, vous aviez la contrainte de l'entraînement, il fallait rester toujours en forme. Vous avez aussi cette obligation d'être formé politiquement. Vous avez vos déplacements, vous avez vos familles, vous avez la police à votre hausse quand vous vous déplacez. Racontez-moi un petit peu comment vous avez vécu cette période. Il faut revenir au départ. Le sujet Intalium, c'est au départ, l'équipe universitaire a laissé une très bonne impression à Moscou. De là est partie l'idée d'utiliser les joueurs professionnels. Cette impression et les discussions qu'il y a eu après, parmi les responsables du FLN, ils lui ont fixé des missions. Et qu'il fallait que cette équipe les atteigne. La première mission était que le départ devait prouver au peuple français, au public sportif français, aux autorités françaises, que les footballeurs professionnels ne peuvent plus continuer à travailler chez vous, alors qu'en Algérie, il y a le feu. Première mission, deuxième mission, c'était que les jeunes Algériens à cette époque-là soient encouragés par l'engagement des joueurs professionnels. Et aussi, l'armée, l'ALN, en sachant que les professionnels de son parti étaient rassurés quant au peuple algérien en entier et derrière le FLN. La troisième mission, c'était que cette équipe transporte message à l'étranger la révolution à l'étranger, de manière à ce qu'il y ait, comme l'a dit un peu plus de sympathie pour la révolution algérienne. Et à l'étranger, nous avons appris, pas à jouer au football, mais à satisfaire le besoin de reconnaissance du FLN. Le but principal, c'était la reconnaissance pour batailler contre les Français qui disaient que c'était une poignée de bandits, une poignée de... Il fallait prouver le contraire. La preuve, elle est là. Il fallait prouver le contraire. Et aussi, jouer avec le drapeau et l'hymne national, c'était la preuve que l'Algérie était indépendante avant 1830. Et ensuite, c'est la résonance la plus forte, c'est l'impression sportive qu'a laissé l'équipe à les déplacements internes.
Durant Et comment ils l'ont tournée. pensé, les étrangers? Ils nous l'ont dit. Et les ambassadeurs après, on l'ont écrit au GPA dans les rapports. Si vous jouez au football de cette manière, c'est que vous avez des hommes capables de gérer votre pays. Un, c'est que vous avez Un potentiel. politiciens. Oui. Et c'est que vous avez aussi une armée qui est organisée. هذه هي l'impression اللي خلت l'équipe على برا. Donc les missions étaient là. Très bien. Très bien. Ça mériterait aussi beaucoup de recherche. Ça aide. La recherche, mais ce que je regrette, une seule chose, c'est que un sujet qui m'a quand même, c'est ce que dit Hamid, c'est quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à réaliser un film sur cette équipe. D'ailleurs, il y a eu un film sur la Deuxième Guerre mondiale où il a fait servir Stallone. Mais une équipe qui m'a dit, c'est un film pour laisser la vraie valeur de cette équipe du FLN. Parce que parler comme ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais qu'on y ait un film sur l'Akhor, c'est comme maintenant, pour dire aux jeunes générations, l'équipe du FLN de 58, c'est comme maintenant, par exemple, تعيط لواسمو محرز بن طالب بفغولي etc. تقول لهم اخطيكم من وراكم تلعبوا وروحوا constituez une équipe pour défendre Donc, en sachant que l'avenir, l'issue, incertain, bien sûr. Moi, personnellement, je rejoins ce que Sakadi Yassine lorsqu'il parle de votre arrivée justement en Tunisie. Parce qu'on a parlé de Boumzala, mais lorsque l'équipe est arrivée, parce qu'il y a une équipe de grands joueurs qui étaient en France et qui allaient partir dans un autre pays arabe, la Tunisie, qui ne connaissaient pas. Donc c'est une première pour eux. Mais malgré cela, ils ont trouvé une organisation, comme on dit, prête et active. Et elle pouvait faire quelque chose. Parce que, tout de suite, comme on est par enchantement, il y avait une organisation qui organisait des tournois. Parce que tout de suite, il y avait l'organisation du tournoi et des entraînements aussi. Et des entraînements. De l'hébergement des joueurs qui arrivaient. Certains il faut les payer, avec leur famille. Il faut bien les gérer, il faut bien leur... Mais ils ont trouvé une organisation. C'est-à-dire que cette nation algérienne, elle existait. C'est déjà en Tunisie, on voyait justement cette nation qui sortait. Ces organisateurs qui étaient vraiment, comme on dit, lucides, et aussi qui avait de la perspicacité et qui savait organiser une équipe qui n'était pas une équipe au fond. Parce que ce n'est pas facile de former avec des joueurs disparates venant de clubs différents, même s'ils jouaient en France. Mais il y a des gens qui sont à l'AS Monaco, Saint-Étienne, Lens, une sélection nationale. C'est une grande sélection. C'est une grande sélection. Comment on est arrivé à faire d'une grande sélection avec, comme on dit, qui sont venus d'horizons divers, à former une équipe compétitive et qui allait, comme on dit, humilier certaines équipes. Il y avait des buts de 16-0, des 9-0, des 6-0. Donc c'est ça ce qui fait que... La grandeur de l'organisation et de l'équipe. Comme on dit, elle était prête. On attendait comme on dit, le framboian qui arrive et pour On revient à l'organisation, comme vous dites, etc. Il y avait quand même le GPRA. Il y avait des ministres, il y avait des hommes de très grande valeur. Hein. Bon, il y avait toute une organisation. Nous, on faisait partie du social, etc. On avait absolument tout. Bon, quand on est arrivé, ils nous ont logés, on avait un salaire. Bon, bien sûr, c'était pas machin, mais c'était formidable. Oui. Hein, on avait tout. On allait à la base. On avait des bons, on allait prendre Mao Amran, c'est lui qui était le patron de la base, donc on prend du savon, on prend le mot, on prend un peu de tout, quoi. Donc, et chacun, il avait, Et les entraînements, bien sûr, il y avait des entraîneurs, et attention, il y avait un sérieux, C'est ça. Parce que s'il signalait à la base, il dit oui, il y a des cas comme ça où ils ont fait de la prison.
Je ne cite pas les noms, la boule à zéro et... Ah oui, hein. Ah oui, discipline de fer. Discipline de fer. discipline de fer. شوف ولا يديوك الدندان تما ديك تهرد عليك. Ah oui, hein. Mais il y avait quand même... ولا تلبس حاشاك 44 يعطيك 41. دبر راسك السروال كيف كيف. Enfin bref. Il y avait quand même une bonne ambiance. Il y avait quand même une bonne ambiance. L'ambiance était extraordinaire. Oui. On se rencontrait souvent à la Rotonde. Grâce à une discipline de fer. On était tous ensemble, etc. La rigolade, on rigolait, bien sûr. Vous étiez mais jeune. On pensait toujours À l'idéal. à l'intérieur. Oui. On pensait toujours. Moi, je vais vous dire, moi j'étais pratiquement le seul qui était aux frontières. J'allais souvent aux frontières avec mon ex, qui est une grande militante, comme tout le monde le sait, la plus jeune militante de la Fédération de France, agent de liaison, etc. Ou même le dernier départ, on était co-responsable pour ramener tous les joueurs qui restaient. Mais moi, je suis resté, j'allais souvent, tant qu'il n'y avait pas de match, des machins, des entraînements, on était aux frontières à aller accueillir les réfugiés. Ouais. Il y avait Bayal Kahya, Allah rahma, Malika Srera, il y avait Ousma, j'ai oublié son nom. Elles étaient 5 ou 6 maquisardes et puis des militantes. Et on recevait tous ces réfugiés. Il faut signaler aussi l'hostilité de la fédération de la FIFA. De la FIFA. Voilà, mais ça c'est important. Parce posé une que question. hein, Oui. elle menaçait les pays qui... Mais il y a eu des menaces, par exemple le Maroc. Ils ont joué le tournoi, moi je n'y étais pas, mais enfin je sais qu'il y a eu un tournoi, etc. au Maroc. Hein, La Tunisie en premier aussi. Warda Jazaïria, c'est elle qui a donné le coup d'envoi, etc. Mais le Maroc a joué contre l'Algérie malgré L'interdiction de la FIFA. l'interdiction de la FIFA à tous les pays membres de la et les FIFA. menaces Les Tunisiens ont toujours joué contre nous, les Libyens ont toujours joué contre nous. Bon, L'Égypte, c'est autre chose. l'Égypte qui a été... Non, l'Égypte, c'est autre chose. Non, non, sauf, l'Égypte, c'est pas qu'ils avaient peur de nous, là, qu'on les batte. Non, parce qu'ils avaient le vice-président le vice-président de la FIFA, c'était un Égyptien. Voilà pourquoi ils ont un petit peu... Ceci explique cela. Ils ont accueilli les joueurs, les machins. Non, non, il n'y a pas eu de... Non, non, il ne faut pas quand même dire... Non, non, je me dis, au dernier, l'équipe du FLN n'a pas joué en Égypte. Ni contre les clubs de l'Est, c'était le syndicat, des usines. Mais c'était l'équipe... C'était des équipes qui acceptaient de jouer et qui avaient mis au défi la FIFA quand même. C'est-à-dire à l'époque, la FIFA n'était pas favorable à tout mouvement révolutionnaire. Elle était pour l'ordre établi. Il y a un ordre établi mondial, il faut le respecter, un point à la ligne. Quand ils contre des équipes qui se présentaient comme des équipes de syndicats, c'est ça? Syndicats. On a fait la même chose un jour. C'était en 64. Les Chinois qui n'étaient pas reconnus par la FIFA, ils sont venus jouer contre l'équipe nationale. Mais c'est-à-dire qu'elle se présentait comme une équipe du syndicat. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait tout un... bien sûr, il va tourner pour... Voilà. Donc on a parlé de cette ambiance magnifique, mais cette ambiance, c'est les hommes qui la font. C'est les hommes, c'est vos compagnons de lutte, c'est vos compagnons de cette grande aventure qui est l'épopée de cette grande équipe du FLN. Moi, je vais les citer un par un, si vous permettez, messieurs. Bien sûr, bien sûr. Et en bref, je vous demanderai de donner un qualificatif, ce qui vous reste en tête de ces personnes اللي ماتوا الله يرحمهم واللي مازالهم ربي يطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والهنا إن شاء الله. Alors je commencerai par Abdelrahman Boubker. Oui, Boubker, j'ai débuté avec lui à la SSE, à Saint-Eugène. Donc ensuite, il est parti au bataillon de Joinville comme gardien de l'équipe de France militaire et de là Monaco l'ont pris. C'était quel type d'homme? C'est un gars, bon, il avait un cœur en or, malgré ça. C'est un gagneur. Mais Boubker, c'était un gars extraordinaire. Un autre gardien, Ali Doudou, qui n'était pas... que j'ai connu à Tunis maintenant. Qui n'était pas professionnel, qui a joué avec l'équipe de l'ALN. Mais il a joué, on l'a retrouvé à Tunis. Et c'était la doublure d'Aboubacar. L'équipe de l'ALN. C'est-à-dire qu'il avait une belle paternité. C'était géant dans les bois. C'était notre banque.
J'ai eu l'occasion. Il avait de l'argent. Non, Quand non. on sortait à l'étranger, nos ambassadeurs nous donnaient un peu d'argent. Et on se cotisait d'abord pour acheter une mandoline que Abdelrahman Soukan, Allah yarhamou, et avec ça, on achetait des lames de rasoir et des biscuits qu'on montait à nos blessés. Ouais. Chaque fois, l'ambassadeur هذاك اللي يصيبوه تما يدينا للسبيطار نشوفوا لي بليسي هذوك وحنا يخلصوا لنا الدراهم بالخف وعلي دودو عنده ديما الدراهم. Il était là le matin après le petit déjeuner quand on voulait un peu d'argent عطيني يقول لك نعطيك واحد اعطيني واحد في تونس. Ah, Dodo, c'était comme ça. Voilà. Abdelrahman Ibrir. Bon, Abdelrahman Ibrir, on l'a connu bien avant, lorsqu'il jouait bien sûr en équipe de France, lorsqu'il était professionnel, parce qu'il a joué quand même 6 fois en équipe de France en tant que titulaire comme gardien de but. Abdelrahman Ibrir, connu pour son... Sa droiture. صح كاينه حاجه برك les 3 gardiens de but que vous avez cités sont tous dotés d'une taille Machallah. Bon, Bon, Abdelrahman Ibrir n'a pas joué avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un petit peu en retard. C'était le dernier arrivé donc à Tunis parce qu'il était en prison à Paul Kazen. Il était arrêté. Bon, il était innocent. Mais si on revient à Ibrir en équipe de France et à Toulouse, C'est un grand monsieur. puis c'est un gars qui est... Il a joué droit aussi comme, à l'Olympique de Marseille, non? L'Olympique de Marseille et Toulouse. Et quel l'équipe type- de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bon, parce que le parcours sportif, on peut le connaître. On revient aux archives, on sait que tel a joué. Mais vous qui les avez côtoyés, quel type d'hommes étaient ces gens? Maintenant, j'arrive, c'est Hamed, vous me permettez. Un Mustafa Zitouni, Allah yarhamou. من بعد ما مصطفى الزيتوني يخليه لعاب يبرير لي زونترينور يبرير بنتيفور عريبي بومزراق هذو علمونا نونترينيو يعني faire jouer. Le reste, Zitouni معهم, nous ont appris à jouer. La différence, يعني les entraîneurs هذو ils se sont succédés à tour de rôle pour entraîner l'équipe interne. Mais le côté humain, là, côté humain. Moi, j'insiste sur très ça. sévère. Je peux ajouter quelque chose justement sur le côté humain de M. Mustafa Zitouni, parce qu'on a eu l'occasion. Moi, je l'ai pas vu jouer, malheureusement. Peut-être que j'étais un peu plus jeune. Avec l'équipe, parce qu'il a joué après l'indépendance, il a joué avec le RCK. Donc, les dirigeants du RCK, lorsqu'il n'était pas bien sur le plan Physique. sur le plan santé, qu'il n'était pas bien, on devait lui faire, c'est-à-dire c'est l'APC de Bollorine avec l'équipe du RCK, en même temps avec l'aide d'El Moudjahid, c'est pour la couverture justement du jubilé. C'est un jubilé de Mustafa Zitouni. Il y avait même sa femme qui était présente. Mais on disait de lui qu'il était très élégant. C'est le mot. Élégant, gentil, serviable. Et il n'était pas hautain, il n'était jamais hautain, il était très très simple, il était accessible aux gens. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir. J'ai eu l'occasion de le voir, même comme entraîneur joueur au RCK, puisque moi j'habitais Cuba, donc c'est pratiquement les entraînements du RCK. Mais c'était, voilà, mais c'est-à-dire un mot qui résume sur le plan là, c'est l'élégance. Mustafa Zitouni, ses débuts, etc. C'est un fils du quartier, Houma Wahda. Imazouba qui maintenant, c'est-à-dire entre Saint-Eugène et Notre-Dame d'Afrique, Zghara, etc. C'est Houma Wahda. Donc, Mustafa Zitouni est venu tard au football. Mustafa Zitouni s'était engagé au 27e train. Pourquoi? Parce que Mskin Makanandou, Ouelou. C'était une famille très pauvre. Il s'est tenté pour Kimangolo Hanel Gamila. Et il a signé à l'OMS. Beaucoup de clubs lui courait derrière, mais il n'a pas voulu aller ni à droite, ni au Mouloudia, ni à l'USMA, ni à machin. Il était à l'OMS. Voilà comment il a ses débuts. Il a commencé, il est arrivé au football à 21 ans. Et quelques temps après, bien sûr, avec l'OMS, il est parti en France, il a fait un essai à Cannes, c'est ça, hein?
Il a fait un essai à Cannes, etc. Bon, tout a marché très bien. Et puis de là, bon, doucement, c'était Monaco. Et puis après, il a détrôné Robert Janquet, donc de l'équipe de France pour le mondial 1958. Qu'est-ce que vous retenez en tant qu'homme j'insiste sur ça. Sur En tant qu'homme. Non, en tant qu'homme, c'était un gars. يضحك ديما يقصر machin. Très bien. Vraiment un gars très sérieux d'ailleurs aux entraînements, machin, ma cache. Sa force principale, l'anticipation. L'anticipation. Donc, devine. doté d'une intelligence et d'un esprit vif. الدفاع نتاع اتاكون ولا ما يفهمش. ما يعقلش واحد، ما يعقلش واحد جامي. ما يفهمش. إلا دفعته ما تعرفش تلعب. يقول لك نحيها له بلا ما علاش pour relancer ce qu'ils appellent aujourd'hui la transition. يقول لك هو كي تضربه يطيح وتطيح انت ومن بعد le ballon باش ما تطيحش باش et on peut relancer rapidement. Justement, si Yacine, je vais rebondir sur ce que moi je vous demanderai, messieurs, parce que bon, il y a une liste. Moi, je ne voudrais occulter personne. On va essayer de faire vite et en bref, un mot. Mais surtout, j'insiste sur l'aspect humain de chacun. J'arrive à Qaddour Bkhloufi. Humain, ils sont bien placés oui, pour la mais bon, si vous pouvez rajouter quelque chose aussi, ça sera la bienvenue. Qaddour Bkhloufi. Très bon joueur. Très bon joueur. C'était un attaquant inné. Wainama, il a terminé, les circonstances l'ont obligé. Il a fait la carrière de 4 années comme défenseur à gauche. Très bon joueur de football. Et en tant qu'homme, gentil. La base. Nous étions pas obligés, mais naturellement obligés d'être ensemble et solidaires. On ne défendait pas une prime. Parce que une cause, vous aviez une cause à défendre. L'entraînement, Redoua Makas, l'entraînement. Il y a une conférence. C'était tous les 2 jours une conférence. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Attention. Le rappel de la mission. Attention. Les objectifs de la mission. Monsieur Dahman Dfnoun. Moi, c'est un fils du quartier, parce qu'on est nés ensemble, on a grandi ensemble. Ahmed Defno, c'était un peu. Je suis très nerveux, etc. Mais c'est un gars qui a commencé à la SSE en 1950, comme ailier gauche. Il a fait une année avec moi à la SSE, et ensuite il a quitté la SSE, il est allé à l'OMSE. À l'OMSE, il a joué comme ailier gauche, et ensuite, il a joué comme arrière central. Et c'est comme ça qu'il est parti comme arrière central, mais c'est un gars extraordinaire. Il a fini en 1959, avant le départ, donc son départ pour la Tunisie, pour rejoindre l'équipe FLN. Il a été classé premier meilleur arrière central français aux étoiles. Donc il a détrôné pas mal de... Il a joué au Nahd après l'indépendance. Après l'indépendance, mais il a joué à Angers d'abord à 7 et ensuite à Angers. Angers, c'était avec Ben Fodda, bien sûr, vraiment extraordinaire. Mohamed Soukran. Mohamed Soukran, c'est l'ennemi de l'entraînement. Ça veut dire que c'est un fainéant. Il avait le don, il s'en servait. L'entraînement. Il était toujours avec eux. Il était très doué, mais il le dit, il le reconnaît lui-même. Il n'aime pas l'effort. Mais si vraiment il s'est entraîné, il avait des qualités, mais alors extraordinaires. Autant lui que son frère, hein. Dahman Allah yarhamou. Dahman Allah yarhamou, oui. Chérif Bouchache. Ah là. Le cas d'Ahkel Kfelish Bouchache, c'est toute une histoire. Mais rapidement, parce que rapidement, c'est un gars qui est arrivé à Saint-Eugène alors qu'on s'entraînait, etc. Déguenillé, machin. La porte était ouverte pour une fois. Amel Arbi Bousseri, Babad Bousseri. Darou le Shra. Les dirigeants, qu'est-ce que c'est que ce boyau, ce machin? Bon, bref, il y a Paul Baron. Un monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Machin, les cris, mais قالوا يجوا بالون قالوا مالي laissez-le ده الفيسير لبس له machin j'abrège جا لينا قالنا bon je vous rejoins dans 10 minutes allez faire quelques tirs au but je m'occupe de ce gars
Il a pris 10 minutes, جرح شويه عطوا له البالون هذاك كان شويه شتا دق 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 ويعيط السكرتير occupez-vous tout de suite de ce gosse. Il est bon. والله en 10 minutes. En régie, on me dit que nous n'aurons pas malheureusement assez de temps pour parler de tous les autres joueurs, mais moi je vais les citer rapidement et je vous demanderai un mot, ou plutôt après je vous donnerai la parole pour dire ce que vous retenez des uns et des autres rapidement. Donc, Smaïni Brir, Abdullah Stati, خالدي حمادي، مختار عريبي، سعيد حداد، علي بن فضة، رشيد مخلوفي، محمد بومزراق، بوجمعة بورطال، عمار رواي، حسن شبري، عبد العزيز بن تيفور، لي زاتاكون عبد الحميد كرمالي، عبد الحميد بوشوك، سعيد ابراهيمي، محمد ماوش بيان سور، احمد اوجاني، أمقران ولي كان الله يرحمه، عبد الرحمن سوكان، عبد القادر معزوز، محمد بوريشة، عبد الكريم كروم، حسين بوشاش، سعيد عمارة، بيان سور حميد زوبا شيخنا. صح شكون اللي بقى منهم؟ فوالا ماتنون اللي ماتوا الله يرحمهم اللي بقاو الله يرحمهم اللي راحوا. هذه هي الدنيا، ها سنة الحياة. En tout cas, le baraka fikum. Vous continuez votre combat et vous êtes là aujourd'hui avec nous et des mémoires vivantes. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que on ne s'est pas trop approché de vous pour recueillir tous ces témoignages. Exactement, pour pérenniser justement. Exactement, parce que chacun de vous est une histoire en lui-même. Il est porteur d'un grand message, ô combien généreux. D'un fait, Oui. Voilà. Vraiment. Allez-y rapidement. Justement, il y a le grand journaliste tunisien Fawzi Mahjoub qui a parlé justement de cette équipe FLN. Il dit, lorsque vous voyez jouer cette équipe du FLN, vous avez l'impression que même nos grands-mères peuvent jouer au football. Tellement leur football est simple, il est beau, il est clair, précis. Tu n'as pas besoin d'un système de jeu pour jouer au ballon avec cette équipe du FLN. Et normalement, on aurait dû, après l'indépendance du pays, donner justement à cette équipe du FLN pour avoir sa griffe, parce qu'elle a une griffe. Normalement, on aurait dû prendre en considération cette griffe pour l'utiliser au lieu de chercher aujourd'hui des systèmes de jeu anachroniques qui veulent rien dire. Je m'excuse, je reviens. Justement, concernant les entraîneurs, depuis 62, 63, lorsqu'on est rentré, etc., on a tous entraîné des équipes. Et on a vu ces équipes, comment qu'elles jouaient. Chacun où il était. Bon, moi j'étais à Moussaganem quand il passé 3 ans. Tout le monde aimait voir Moussaganem. À ce que ce soit à Borjumnaïn, quand j'étais à la GSK ou là au CRB. On aimait le football, on est adepte du beau football. Exactement. Non pas du football, l'argent ça vient après. Et il y avait toute une éducation avec les joueurs, avec les maps, comme on parlait avec les joueurs. Mais il y avait des joueurs qui étaient vraiment très durs. En tout cas, c'est tout à votre honneur. L'histoire retiendra aussi que le premier titre des clubs, c'était avec M. Hamid Zouba. La seule Coupe d'Afrique, c'était avec Allah yarhamou Abdelhamid Karmali. Vous aviez M. Maouch. Il y a aussi Mkhloufi avec la médaille d'or des Jeux méditerranéens et des Jeux africains. L'équipe nationale militaire. L'équipe nationale militaire, où on était tous, bon, bien sûr. Et la première qualification, première qualification notre ami. Voilà. Il y a aussi Mkhloufi. En tout cas, ils n'ont pas enlevé leurs souliers au crampon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, il me reste ce qu'on regrette. C'est qu'après l'indépendance, sur les trentaines de football professionnel de haute qualité, après l'indépendance, il n'y a que 13 qui sont restés chez nous. Et les autres, ils sont repartis. C'est des choix. On aurait aimé les avoir. C'est des choix personnels. Et puis chacun. Mais bon, voilà. Par exemple, sont mariés à des Françaises. Oui. Bon, certains sont retournés. Et il y a chose que vous ne connaissez pas. Il y a certaines femmes qui ont épousé donc la religion musulmane et qui sont allées à la Mecque. Hadjo ou Tselmou. Donc c'est tout à l'heure. Voilà, je voudrais terminer par ceci, messieurs, si vous me permettez. Saïd,
quelqu'un que vous connaissez, il s'agit d'Abdelmajid Merdassi. Oui. Journaliste et historien, dans un article à paraître dans les tout prochains jours, à propos de l'équipe du FLN, se pose la question suivante. 60 ans après le choix que vous avez fait, fait-il vertu d'exemplarité aujourd'hui? Bien sûr. Moi, je pense que il y a pas... C'est un exemple. Je reviens encore, c'est-à-dire on n'a pas écrit beaucoup de choses sur cette pièce, surtout pour les jeunes. Et les jeunes ont besoin surtout d'images aussi. Donc, je pense que pour les gens, peut-être pour les cinéastes ou pour l'autre, de faire un film sur cette équipe, ce serait le meilleur cadeau qu'on puisse le faire. Que la bataille d'Alger. Bien sûr, mais bien sûr. Il devait faire un film. Yassine Abdelmajid, justement, que je connais, que c'est un ami, parce que même son frère, il travaille pour la culturelle d'El Moudjahid d'Horizon. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a raison de parler de cela, parce que qu'on le veuille ou non, si vous voulez, maintenant nous avons 2 représentants de cette équipe FLN, c'est vrai que les autres ne sont pas là, mais moi je pense qu'elle n'a pas eu l'écho voulu par tous. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'inachevé de cette équipe. On reste sur notre fin. Exactement. On reste sur notre fin. C'est Maouch, quelle serait votre réponse? Oui, en effet, il y a quelque chose d'inachevé. Parce que, bon, pour plusieurs raisons d'ailleurs, bon, on a parlé de films, etc. Il y a eu Boujedra qui a fait un scénario qui a été un petit peu, bon, chahuté à droite à gauche parce qu'il fallait aussi beaucoup d'argent. Parce qu'il fallait faire toutes les tournées de tous les pays, ça coûtait énormément cher. Il y a eu 2 ou 3 petits films, comme ça, il y a eu dans le 11 d'indépendance. Oui. Tout le monde l'a vu. C'est le titre que j'ai donné à cette émission. C'est le 11 d'indépendance. Oui. Donc c'est un film qui a été fait par Vedel en français. C'est lui qui a tout mis, il est venu. Bon, certains ont voulu parler, d'autres n'ont pas voulu parler. Bon, c'était à leur main. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a fait un scénario dernièrement. On m'a envoyé tout un machin. Les Diamants Bruns. Mais ça demande aussi beaucoup d'argent. Inch'Allah, avec un montage financier. On a réalisé une bande dessinée sur l'équipe du FLN. Non, il y a la bande dessinée, c'est un peu spécial. Je crois qu'on peut voir quelques dessins que j'ai choisis, que j'ai préparés en régie. Monsieur Hamid Zouba, je terminerai par vous. Quelle serait votre réponse à propos de ce que a écrit notre ami Abdelmajid? Je cherchais un mot. Vous avez dit nous avons perdu, nous avons laissé beaucoup de choses. Et en réalité, c'est un investissement que nous avons fait quand on s'est engagé. Quand on m'a posé la question, tu dois me répondre immédiatement, oui ou non. Donc on a fait un investissement et j'ai noté le bénéfice qu'on en a tiré, que nous avons tiré des entraîneurs pendant 4 années et des joueurs hors normes. Moi je suis le moins doué. J'en ai bénéficié, toutes les équipes que j'ai conduites, avec les principes que j'ai appris avec les entraîneurs de l'équipe du FLN et les joueurs de l'équipe du FLN. Donc, et ce que je souhaite, c'est que les jeunes, comme nous l'avons vu ce matin, qu'on puisse aller dans les universités pour discuter, pour dire les bienfaits de notre engagement. Tout à fait. Et comme nous l'avons dit ce matin, la balle est pour leur laisser la balle. À ce moment-là, on le ballon où ils fait. En ayant des repères qu'ils auraient au moins côtoyés et connus. En tout cas, je vous remercie, messieurs, pour votre présence, pour votre participation, pour vos témoignages aussi les uns et les autres. On n'a pas assez écrit, mais Saïd Selhani, heureusement, a pondu quelques livres. Avec beaucoup d'efforts, je crois, pour rassembler et des recherches. Là, sur ce livre, il parle de tous les anciens du football algérien, y compris de l'équipe du FLN. Et le dernier né de Saïd Selhani, c'est
un livre qu'il consacre au Shabab de Belouizdad, le CRB, de 62 à 2017, 55 ans. L'équipe de l'indépendance. Voilà, Voilà, c'est une équipe de l'indépendance et qui a pris un petit peu le relais parce que dans cette équipe, on retrouvait pas moins de 7 joueurs. En écrivant le livre, j'ai appris que Bentifour, il a entraîné le CRB pendant 2 mois. Le chef a dit non, je ne sais pas une équipe, mais je ne la sens pas. Et puis il a été à la GSK aussi. Non, في les années 62, 60. Voilà, donc merci messieurs. Je pense qu'il y aurait d'autres écrits et d'autres productions audiovisuelles aussi sur tout ce que vous avez fait, messieurs. On remercie tous les membres de la RTA ici présents. C'est notre devoir et j'espère qu'on aura d'autres occasions de reparler de cette magnifique aventure. En tout cas, merci beaucoup. Avant de rendre l'antenne, je voudrais féliciter Nesrine Selmi, dont le foyer vient d'être égayé par la naissance d'un petit poupon. Alors, félicitations au papa, longue vie au bébé et propre rétablissement à notre ami Nesrine Selmi. Messieurs, je vous retrouverai la semaine prochaine avec d'autres invités.